Direction l'Espagne à présent pour rencontrer une icône du football camerounais et africain. Thomas Nkono, c'est son nom, emblématique gardien des Lions indomptables du Cameroun, qui est aujourd'hui en poste à l'Espagnol de Barcelone, où il forme notamment les gardiens de but, après lui m'avoir marqué son époque. Voici le portrait en success story que nous ramènent Hilaire Sopi, Merveille Tapi et Alain Kwam. A dose em 1900 da equipe catalã, tendo como características vão levar gol durante 496 minutos antes de encerrar sua carreira de jogador. 3,95 foram 7. Melhor jogador africano em 82. C'est en voyant jouer Thomas Nkono que j'ai eu envie de devenir gardien de but. Cette confession est de Gianluigi Buffon, célèbre gardien de but international italien. Tout comme Buffon, Thomas Nkono a fait rêver toute une génération de Camerounais. Thomas Nkono est l'un des meilleurs gardiens du Cameroun, pour ma part. On a vu Alioune Bokar, il peut se débrouiller, mais vraiment, Tommy, il n'y a pas encore un qui atteint son niveau. Il allait au Mondial 82 en Espagne, là où il a livré de très grands matchs. Et, en tant que gardien de but, il n'y avait pas son pareil. C'est à partir de ce moment qu'on lui a donné le nom de l'araignée noire. Donc, naturellement, nous savons tous que le Cameroun est un pays qui regorge de grands gardiens de but. Et il est devenu professionnel par la suite. Dans sa carrière, il a joué dans l'Espagnol de Barcelone. Il a participé à une phase finale de la Champions League, là où il a toujours été très bon gardien de but. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons que de bons souvenirs pour lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour le football camerounais et même au niveau du continent africain, vu même à l'international même. Donc c'est l'un des meilleurs gardiens de tous les temps. Le 20 juillet 1955, naissait à Dizangué, à 25 km d'Edea, dans la Sanaga maritime, l'un des meilleurs gardiens de but que le monde du football ait connu. Dernier d'une lignée de 9 enfants, dont 5 garçons et 4 filles, issus d'une famille modeste, il se découvre très tôt une grande passion pour le football. Je me rappelle bien, étant jeune, avoir la capacité de faire 25 km pour aller jouer le football à Edea. J'ai failli signer, disons, à Sphinx d'Edea, mais 2 jours avant la fermeture des dossiers, on est venu me récupérer pour aller à Douala, où j'ai retrouvé ma grande sœur et à partir de là, j'ai signé dans Éclair de Douala. J'ai toujours aimé le football, j'ai toujours joué, disons, dans la rue. Et grâce à mon grand frère, c'est grâce à lui que j'ai opté à être gardien de but parce que quand on était jeune, je marquais les buts comme attaquant et je revenais comme gardien en arrière pour les défendre. Donc ça fait que grâce à ça, lui, il a eu, disons, cette vue que je pouvais, disons, être un gardien. C'est pour ça qu'il m'a presque obligé à être gardien de but. Pas spécialement brillant à l'école, il dispose d'une grande faculté d'adaptation en toute situation. À 19 ans, il garde déjà les buts du canon de Yaoundé. Je n'étais pas trop brillant non plus dans les études, mais j'avais cette faculté, disons, de pouvoir
me développer rapidement dans tout ce que j'apprenais. Mais malheureusement, en ce moment, je n'ai pas eu, disons, les moyens de pouvoir continuer mes études comme j'aurais bien voulu le faire. Mais ayant eu l'opportunité, disons, de commencer au football, je me suis développé rapidement à partir de 17 ans. Je jouais déjà en deuxième division dans l'Éclair de Douala. Sa rencontre avec Vladimir Behara, ancien gardien de but yougoslave et nouvel entraîneur des Lions Indomptables, marque un tournant important dans la carrière du jeune prodige. Il sera son premier professeur, le seul qui en janvier 1976 le met en réserve afin qu'il ait le temps de simplifier et de mûrir son jeu. À partir de là, j'ai commencé à vraiment savoir, vraiment me développer dans le poste du gardien de but. Le Cameroun a beaucoup de chance d'avoir eu de grands gardiens sans avoir eu à travailler, disons, ce poste de gardien de but. Parce que c'est un poste spécial, c'est un poste différent des autres, où il faut savoir, disons, avoir un moral différent des autres. Pour moi, c'est un poste vraiment à part. Avant de rejoindre le Canon de Yaoundé en 1974, il est sociétaire de l'Éclair de Douala en 1972. Il est alors âgé de 17 ans. Il y reste 2 ans, allant de la 2e à la 1re division. En 1975, il est prêté au Tonnerre de Yaoundé, avec qui il remporte la première Coupe des vainqueurs des Coupes d'Afrique. Un scandale à cette époque, où le prêt de joueurs est illégal en Afrique. Il retourne dans les rangs du Canon de 1976 à 1982. Un parcours que Sylvestre Simo, fan inconditionnel de Nkono, suit depuis sa tendre enfance. J'ai connu Thomas Nkono quand j'avais 9 ans. À l'époque, le Canon on appelait le Kwakum. À l'époque, les matchs contre l'Aigle Royal de Nkonsama, j'ai eu à voir Thomas Nkono puisque je passais par le trou. Il y avait un trou, le torrent passait pour entrer au stade. Je passais par là-bas pour voir le Canon. Et on me portait pour voir les matchs de la 1re division. Vraiment, c'est un très père et grand frère qui a beaucoup fait pour ce pays. C'est un monsieur que normalement on devait laisser former les gardiens de ce pays. Je me rappelle un match Aigle Nkonsama, Canon de Yaoundé. Il fallait 1 point pour que l'Aigle ne descende pas. Il y a un attaquant, on l'appelait Epara, Avi Epara. Il a tiré, il y avait l'inondation. Dès qu'il a tiré, il a cru qu'il a marqué. Thomas Nkono a repris le ballon par l'arrière et s'est sorti par devant. Il est tombé évanoui au stade. On l'appelait chez nous le chat noir. Pas l'araignée, c'est quand j'arrive à Yaoundé qu'on l'appelle l'araignée parce qu'on l'appelait le chat noir. Puisque pour voir ses dents était difficile. Et on ne savait quand est-ce qu'il riait et quand est-ce qu'il réagissait. De cette période de sa carrière, le double ballon d'or d'Afrique garde lui aussi de très beaux souvenirs. Je me rappelle qu'on a joué la finale aller à Garoua parce qu'il y avait des problèmes à Yaoundé. Les Aïrois sont venus faire nul et ils nous ont engueulés parce que vous savez, avant c'est pas comme aujourd'hui, on venait par exemple laisser le trophée où nous étions, disons, les tenants du trophée. On restait avec et c'est lui qui devait recevoir au match retour qui ramenait le dossier disons, dans son pays. Je me rappelle qu'à la réception, les Aïrois nous disaient: vous pouvez dire au revoir à cette coupe parce qu'elle ne reviendra plus au Cameroun. Beaucoup de joueurs avaient même insulté Jean Manga Ongene, qui à l'époque c'était l'un des plus anciens, l'un de nos aînés, en lui disant: tu es vieux, tu ne peux rien faire. Et ça l'a motivé. Je crois que je n'ai jamais vu Jean Manga Ongene préparer un match de cette manière.
Je crois qu'il a, pendant 2 semaines, il a fait 3 séances tous les jours. Donc, il a fait, disons, de l'envie, il a fait l'aspect psychologique, l'a fait se transcender et aller nous marquer 2 buts qui étaient presque impossible, disons, d'imaginer qu'on pouvait gagner 3-0 au Zaïre. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte ce que le football peut pouvoir bouger, ou la joie que nous pouvons donner, disons, rien qu'à quelqu'un qui supporte son équipe. Nous étions capables, disons, de faire un grand directeur, un grand ministre, nous laisser, disons, sa chambre, par exemple, pour que nous puissions dormir et lui donner un bon résultat le jour suivant. Ça, c'est la magie du football. C'est ce que les gens vivaient il y a beaucoup de temps. Aujourd'hui, je ne crois pas que ça puisse se reproduire. Moi, dans ma carrière, jamais je n'aurais su que je pouvais être double ballon d'or africain, par exemple. Je crois que je suis le seul gardien d'Afrique, disons, à pouvoir réussir à le faire, ou l'avoir obtenu. Bon, c'est grâce à mes compagnons, grâce à mes efforts aussi, grâce à mes sacrifices, parce que ceux qui sont ou ceux qui doivent arriver, disons, à l'élite, doivent parfois sacrifier beaucoup de choses. On a failli être lynché au Nigeria, parce qu'après le match que nous avons gagné, parce que deux années de suite, nous avons eu à éliminer Enugu Rangers, non, pardon, Bendel Insurance. Ça fait que c'est des faits, disons, que nous n'oublions jamais. Juin 1982, la Coupe du monde du football se joue en Espagne. Le Cameroun compte dans son équipe 9 joueurs du canon de Yaoundé. Le pays termine la compétition sans concéder la moindre défaite, au bout de 3 matchs d'un premier tour, au cours duquel seul Graziani, l'Italien, réussit à battre Nkono. Ce 23 juin-là, le gardien camerounais, capitaine de l'équipe, s'incline de justesse à la suite d'une glissade. Il est déjà considéré comme l'un des meilleurs gardiens du tournoi et si le Cameroun termine invaincu, c'est en grande partie grâce à lui. Sa carrière internationale démarre alors après cette brillante prestation au Mondial 82. On arrive en Espagne avec une équipe qui avait une grande maturité, une grande expérience dans les compétitions africaines et qui avait, disons, je crois, 2 ballons d'or africains. Et ici en Espagne, on a fait découvrir au monde entier où se trouvait le Cameroun. Grâce à notre football, grâce à nos qualités. Et à partir de là, j'ai été sélectionné dans l'équipe du reste du monde. Vous savez, après chaque Coupe du Monde, il y avait un match de gala qui se jouait, qui était le reste du monde contre l'Europe. Donc nous étions 2 joueurs, donc Belloumi et moi, sélectionnés dans l'équipe du reste du monde, donc qui s'est joué à New York. Je suis parti d'abord à un rendez-vous à Madrid où je devais signer au Racing de Santander. Mais malheureusement, il y avait une clause libératoire où on obligeait à tous les clubs, c'est peut-être pas comme aujourd'hui, qui devaient, disons, signer un Camerounais, mettre cette clause dans le contrat en disant chaque fois qu'il y avait un match de Coupe d'Afrique ou de Coupe du Monde éliminatoire, il fallait être libéré.
Mais Santander n'a pas voulu la mettre la clause. Et à partir de là, je suis reparti sur le Cameroun. Et une semaine, 10 jours après, j'ai eu, je crois, 3 clubs qui se sont présentés, le Flamengo, Fluminense et puis l'Espagnol. J'ai dit à ma femme, le premier qui arrive, nous partons. Vous savez, la destinée, c'est comme ça. Le premier club qui est arrivé, c'était l'Espagnol. C'est comme ça qu'a commencé ma carrière à l'Espagnol de Barcelone. Il devient ainsi l'un des tout premiers joueurs africains à évoluer dans un club européen. Pour s'imposer dans ce milieu hostile, l'araignée noire doit fournir des efforts supplémentaires. Il fallait s'adapter déjà au niveau de la langue, au niveau de l'entraînement, au niveau de la vie même en soi, la vie professionnelle, disons, ici en Europe. C'était pas facile, c'est vrai, mais j'avais déjà cette maturité, un vécu, disons, par rapport à ce que je pouvais apporter. J'avais la confiance pour pouvoir, le talent pour pouvoir réussir. Quand je suis arrivé ici, le gardien qui était, c'était un Belge. Alors quand j'arrive, je remplace un Belge parce qu'il n'y avait que 2 étrangers qui jouaient en Espagne. Donc quand je remplace ce Belge, il fallait relever le défi pour prouver qui était le meilleur. Donc vous savez, ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a peut-être 4 étrangers, 5 étrangers qui jouent et peut-être des clauses où on permet, disons, à ceux qui sont en Afrique de pouvoir jouer sans occuper une place d'étranger. Ici, où tu étais mieux ou meilleur que l'Espagnol, où vous ne jouiez pas. Donc moi, c'est vrai que nous sommes, moi personnellement, je suis l'un des pionniers, disons, à avoir créé ou avoir, disons, ouvert les portes, disons, à ce que tous ceux qui jouent aujourd'hui comme gardiens africains, disons, en Europe, puissent avoir ces portes ouvertes. Quelques mois après le Mondial 82, il intègre l'Espagnol Barcelone. Tout se passe plutôt bien la première année. Mais l'année d'après, il fait face à des difficultés liées à sa non-culture de l'entraînement. Je me rappelle toujours que j'avais dit à ma femme, je pars, disons, pour un mois, je reviens vous chercher dans un mois. Mais vous savez, c'est pas... En l'an 82, ce n'est pas comme aujourd'hui, où il y avait plein de... Aujourd'hui, tout est différent, alors qu'en Espagne, il n'y avait que 2 chaînes de télévision. Donc, je ne dominais pas la langue, j'étais à l'hôtel, et une semaine après, j'étais obligé de dire au club qu'il fallait que j'aille chercher ma famille. Donc, j'ai été accompagné par un membre du club pour que j'aille chercher ma famille à Yaoundé. L'intégration après a été beaucoup plus facile avec la famille et ça a été une intégration normale. J'avais joué presque 3 années suivies, sans repos. Et quand je suis arrivé la première année, j'ai dit bon ok, je vais me reposer. C'était une grosse erreur parce que j'avais pris presque 2 ou 3 kilos de plus. Et quand je suis revenu ici, on avait 3 séances d'entraînement. Ça a été, disons, l'une des périodes les plus difficiles de ma carrière, ce qui m'a fait apprendre beaucoup de choses par rapport à la culture de l'entretien. Donc à partir de là, j'ai entretenu mon corps pendant les vacances. Ça fait que je me levais presque tous les matins à 7 h du matin pour aller faire mon footing. Je revenais et ça a fait que j'ai continué ma carrière sans problème.
Toujours sociétaire de l'espagnol, il participe tout de même au Mondial 90 en Italie, sous le vert rouge-jaune, et écrit l'histoire avec les Lions indomptables, car le Cameroun attend les quarts de finale face à l'Angleterre, une première pour un pays africain, un exploit pour toute l'équipe et une fierté pour celui qui devait être remplaçant au poste de gardien de but. Le Mondial 90, à part confirmer, disons, ce que j'avais déjà fait avant, c'était aussi être prêt, disons, comme personne dans une difficulté ou dans des difficultés que moi, personnellement, j'avais vécues durant cette préparation. Savoir, disons, être préparé, malgré que l'entraîneur vous dit un mois avant que vous ne serez pas titulaire, être, disons, prêt, disons, à aider Joseph Andoibel qui était supposé jouer au premier match. Donc, pour moi, ça représente, disons, être solidaire, être prêt pour pouvoir donner le meilleur de soi-même le moment venu. En ces années passées dans le club espagnol, Thomas Nkono a formé une bagatelle de gardien de but. Un projet qu'il nourrit également pour l'Afrique en général, mais au Cameroun particulièrement. Il n'y a pas 2 ans, il y a un de mes poulains qui a été payé par la Roma 30 millions d'euros. C'est la seule chose que je regrette de n'avoir pas réussi à faire, disons, en Afrique. C'est mon rêve. Dans ma tête, je suis jeune et j'aimerais, disons, qu'il y ait un gardien, disons, qui puisse coûter, formé par moi, coûter, disons, cet argent. Ça rapporte, disons, pas seulement au club, ça rapporte, disons, ça donne beaucoup de choses, disons, à un continent. Moi, par exemple, quand j'ai formé Didier Ovono, qui est gabonais, c'est le seul gardien, disons, que le Gabon a eu. C'est moi qui l'ai formé ici en Espagne. Donc, je crois que l'une des choses que j'aimerais faire pour terminer, c'est essayer de collaborer dans la formation, disons, des formateurs, des gardiens de but, surtout en Afrique, parce que quand j'essaie de voir, disons, les matchs qui se déroulent en Coupe d'Afrique, j'observe qu'il y a, disons, un manque, disons, dans la formation et nous ne nous rendons pas compte, ou ceux qui devraient, disons, prendre ces décisions ne se rendent pas compte qu'il y a un grand chemin, disons, un grand chantier, disons, dans ce domaine-là, disons, à faire, parce que nous sommes les oubliés, disons, du football. Je n'aime pas qu'on dise que je suis là parce que j'ai été. Je crois que je tente de prouver de temps en temps par rapport à mon rendement, par rapport au rendement de mes gardiens, que j'y suis parce que j'ai un niveau pour pouvoir donner ou transmettre, disons, à ce poste, disons, qui est très très exigeant aujourd'hui. Je dois retransmettre, disons, des valeurs que moi j'ai appris, des valeurs, disons, de travail, de sacrifice, d'amour du maillot. Ça fait que je représente beaucoup de choses par rapport à ce club. Pour les jeunes footballeurs, je peux juste leur dire de faire un choix. De faire un choix, pourquoi? Parce que pour arriver à être meilleur, pour arriver à être professionnel, il faut abandonner beaucoup de choses. Parce qu'à la fin, grâce à ça, grâce au choix, disons, des uns et des autres, on arrive, disons, à atteindre des objectifs que personne ne peut s'attendre.
Si l'ancien international camerounais consacre beaucoup plus de temps à sa famille aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Heureusement pour lui, il a toujours pu compter sur sa femme, originaire de la région de l'Est, qu'il connaît depuis ses 18 ans. Ce n'était pas facile pour elle dès le départ, mais elle a su me supporter, elle a su m'accompagner, elle a su me comprendre, elle a su m'accompagner dans ma carrière, dans les moments les plus difficiles aussi. Ma femme est l'une des pièces maîtresses, disons, de ce que sont devenus mes enfants. Avoir eu, disons, la chance d'être licencié aujourd'hui, c'est vrai que moi je donnais les moyens, mais c'est elle qui supportait toutes les charges, disons, des autres. Pour cet homme, dont la valeur principale demeure l'humilité, la notoriété, sa plus belle distinction, le défunt président Nelson Mandela compte parmi ses modèles. La valeur première, c'est l'humilité. C'est l'humilité. La notoriété n'a pas de prix. Je crois que c'est l'une des plus grandes richesses que j'ai gagnées dans ma vie. Et je crois que dans ce qui est de ma vie, de ma famille, eux, ils ont, disons, ils vivent ce poids, disons, de ce nom. Vous savez, Barcelone est très grand. Si dès qu'elle donne mon nom, ils disent, c'est pas celui qui était. C'est ça qui fait, disons, la plus grande richesse de ma vie. Avec 112 sélections entre 1976 et 1994, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1984, finaliste en 1986, il prend part à la Coupe du Monde en 1982, 1990 et 1994. De ce riche parcours, il n'a aucun regret. Il en a d'ailleurs tiré les meilleures leçons de vie. J'ai réussi, disons, à atteindre des objectifs qu'au départ, je n'attendais pas, je ne savais pas que j'allais les atteindre. Vous savez, là où se trouve l'hôtel Sawa aujourd'hui, c'est là où je m'entraînais. Je partais à 15 h avec un jeune garçon qui s'appelait Coco. Bon, il me lançait des ballons, je plongeais. Après, je jouais comme attaquant. Et après le dimanche, j'étais gardien de but à l'Éclair de Douala. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte aujourd'hui quelle chance ils ont de pouvoir jouer avec des godasses. Nous ne jouions qu'avec les godasses le dimanche. Donc moi, je m'entraînais nu-pied. Je m'entraînais nu-pied. Ça m'a permis peut-être de frapper bien le ballon, de sentir beaucoup plus le cuir et arrêter beaucoup plus les ballons avec les mains alors que je n'avais pas de gants. On avait quoi comme prime d'entraînement? Même pas 100 francs. Moi, je me rappelle que j'allais faire le footing quand je commençais, 25 francs CFA. Tout ce qui est venu après, c'était que l'effort. Mais je dis bien qu'il n'y a que dans l'effort, dans le sacrifice, qu'on peut atteindre les objectifs.